Comme nous avons vu précédemment, le signal c'est le support de l'information. Quand on parle de support de l'information, ça veut dire le signal véhicule un message. Le signal véhicule une information. Le signal véhicule un message. Il décrit une information. Donc quand je parle de signal, quand on parle de signal, ça veut dire il y a un message que nous attendons. Il y a une information qui doit être transmise. C'est là qu'on passe le signal. On continue. Il est important. Nous avons maintenant le signal, support d'information, moyen de communication entre les hommes, moyen de communication des hommes entre eux et avec les environnements. Si j'écris, si je suis persécuté, j'écris. Ah! J'émets un signal, une écho qui se propage. Les ondes qui se propagent, les ondes sont proportionnelles, décrivent des signaux. Donc j'émets des ondes, j'émets des signaux. Il est important. L'importance croissante du signal a conduit à une nouvelle discipline, traitement du signal. On met de la physique, comme je viens de l'expliquer dans les cours, dans l'électrique et l'électronique, nous confrontons à des signaux dans lesquels nous sommes traités pour avoir un message réel et détruire les bruits. Si j'émets un signal et il se confronte avec les bruits, ça va provoquer une très mauvaise action. Cette confrontation est destructive. Destructive et nuisante, ça va inhiber le fonctionnement du système. C'est pour ça qu'on appelle signaux et système. Sinon, c'est un signal qui se propage par rapport au système donné. C'est bon? Et suivant les théories données que nous sommes en train de voir. Le support, pardon, dans lequel l'association électronique et les ondes, exactement le temps d'esprit. La mathématique fournissant des outils de conception. Parce que dans la mathématique est conceptuelle. Pourquoi? La mathématique, pourquoi on dit qu'elle fournit des outils de conception? Parce que nous pouvons traiter les signaux en utilisant des logiciels tels que MATLAB, qui est un très grand logiciel dont dans les prochaines vidéos, je pourrais vous le présenter. Un très grand logiciel MATLAB. Un très grand logiciel. Dans les prochains, je vous le présenterai. Maintenant, nous avons dit signaux sur support d'information est devenu un moyen de communication des hommes. Quand nous crions, quand nous émettons des échos, nous sommes en train de communiquer. Même sans parler, je touche, en touchant l'épaule de quelqu'un, je lui envoie un signal sensoriel. Donc, que tous les hommes communiquent, il faut quoi? Des signaux. Lorsque je pense quelqu'un, il ne t'attend pas, il va réagir. Les signaux ont atteint saison scénaire quand envoyé ça à son cerveau que réagit. Nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas ce que c'est un décès préparé. Quitte cette affaire-là. C'est vrai un peu. C'est exactement ça. C'est un signal. Donc, même en biologie, nous devons traiter les signaux.
entre eux et les environnements. L'objectif premier de ce chapitre est de faire apparaître la distinction entre signal déterministe et signaux aléatoires. Puis, dans un deuxième temps, le classer à temps continu et signaux virtuels. Les signaux, c'est la représentation physique de l'information et transmet d'une source à son destinataire. Donc, il y a un émetteur et un destinataire. Il prend la communication technique possible. C'est une grande, dont l'origine de la nature physique peut être électrique, acoustique et optique. Rien de nouveau. Théorie du signal, c'est l'étude mathématique du signal faisant totalement abstraction à la nature. Donc, quand je fais la théorie du signal, j'étudie le signal. Ça veut dire, j'étudie comment le signal fonctionne. Je fais l'étude du mathématique, du graphe, comment les ondes évoluent. Mais en faisant abstraction de la nature, je ne veux pas savoir si c'est un signal biologique ou c'est un signal de battement du cœur qui est en train d'être affiché sur un oscillogramme. Je ne veux pas savoir. Je veux juste savoir ce signal-là, il est en train de décrire quoi? Quel type, quel spectre, etc. Le signal sera en fonction du temps f de x, pouvant représenter une tension V et une intensité. Ces signaux sont classés selon deux catégories, les signaux déterministes et les signaux aléatoires, en eux-mêmes répartis en signaux continus et distribués. Notion: le signal, support de l'information, moyen de communication des hommes entre eux et l'environnement. L'objectif premier de ce chapitre est de faire la distinction entre signaux et déterministes en mathématiques. Le signal est décrit par les fonctions mathématiques, comme nous avons vu à le voir, dont constitue la manifestation physique d'une grandeur mesurable, courant, tension, force, température, pression, etc. Le signal a une grandeur électrique variable en fonction du temps. Voilà un exemple typique de comment fonctionne le signal. Nous avons le phénomène physique du signal qui se propage sous forme d'onde sinusoïdale. Puis un capteur reçoit ce signal, capte. Donc il appelle ce signal, capte ce signal. Ce signal est en train d'évoluer dans le vide. Le capteur va appeler ce signal. Et puis nous avons un conditionneur. Et puis un instrument. C'est même instrument et puis on a le logiciel. Ici, nous venons de voir la chambre de mesure. Donc nous prenons l'information que le capteur, un conditionnement, un instrument et puis on a le logiciel. Nous allons voir la chaîne typique du traitement du signal. Le signal émis d'une source, déformation du signal par un milieu de transition. Mesure par un capteur, le bruit mesuré par le capteur, traitement du signal, récupération de l'information et contenu, et émission, utilisation de résultats dans l'application. Comment fonctionne le traitement du signal. Mais le traitement du signal,
ce qu'on fait maintenant, c'est la base du traitement du signal. Le traitement du signal, c'est un cours qui s'est fait sur plusieurs années. La première base, c'est comment fonctionnent les signaux. Et c'est ce que nous voyons cette année, deuxième année. La troisième année, vous allez voir comment traiter réellement ce signal et obtenir l'information voulue. Les opérations signal constituent une étude du signal dans l'espace-temps et l'espace de fréquence. Trois distributions de base, impulsion, les distrats, échelon, asvidide, cible et porte. La multiplication des signaux ou modulation, quand on parle de multiplication, on parle de évolution des signaux, modulation des signaux et la production, convolution, opération duale entre l'espace-temps, fréquence, qui conduisent à la théorie de Parseval et Parseval. La théorie la théorie des signaux dans le système de télécommunication. Exemple, le signal monodirectionnel. Voilà. Le signal monodirectionnel se produit par une seule direction, surtout l'X. X, version, on peut décrire ce signal par S de T à W T. W, on pourra remplacer par depuis F, c'est l'inverse de la fréquence, c'est juste l'inverse de la période. Deux paramètres caractéristiques, amplitude de fréquence. En changeant l'origine T0, on obtient cela. Dans le cas où on a un retard, bien sûr, changeant l'origine, on a un retard, nous obtiendrons l'évolution de ce signal-là. F0 désigne la phase. Le troisième paramètre permet de décrire complètement la sinusoïde comme autre exemple. Décrire les signaux, un qui varie linéairement avec la variable indépendante du temps. Le deuxième qui varie de manière quadratique. À la place d'ici, c'est petit, c'est 5. C'est justement dans mon document. Notion de bruit. Qu'est-ce qu'un bruit? C'est même là que l'on travaille. Le but, c'est le bruit, c'est un signal impur. Il vient inhiber l'évolution du signal prévu à évoluer. Le bruit est défini comme le phénomène perturbateur gênant la perfection et l'interprétation du signal. Par analogie avec les signalisants acoustiques, interférences de bruit font la différenciation entre les signaux et les bruits est artificielle et dépend de l'intérêt de l'utilisateur. Les ondes électromagnétiques d'origine galactique et les bruits pour un ingénieur de télécommunications par satellite et un signal radio-astronomique. Nous avons là le bruit. Vous voyez comment il peut inhiber le signal. Si on dit qu'on veut
fait évoluer un signal, si on dit qu'on fait évoluer un signal, et puis on dit ce signal, et puis on se dit ce signal doit avoir tel nombre. Puis on appelle ce type le bruit. De cette façon, le bruit va le perturber. Son évolution ne sera plus de façon synchronisée. Le bruit va inhiber l'évolution de ce signal. La notion de bruit est relativement pour un technicien de télécommunication qui écoute un émetteur lointain, tel que les satellites, les rails ailleurs, par un satellite. Le signal provenant d'une source acoustique, soleil, quasar, placé malencontreusement dans la même direction, émet un bruit. Mais l'astronaute intéressé à la source astronomique et au signal du satellite et un bruit. Le chanteur du signal, allons c'était cette partie-là. Maintenant, numérique à même, les domaines d'application. Le traitement du signal intervient dans plusieurs domaines, parmi lesquels nous pouvons citer les ondes acoustiques, courant délivré par un microphone, biologique, biomédecine, médicale, signal ECM, EEG, l'imagerie médicale, telle que la visualisation du battement de cœur d'un être humain. L'optique, bien sûr, image, traitement, procédure, mécanique, traitement, parole, traitement de fixe, canal de communication, aide diagnostique médicale, EG, EEG, UCG. Pour tester, pour tenter de résoudre le problème, l'algorithme numérique très varié, parfois complexé, mais souvent fondé sur les bases fondamentales, ont été appliqués. L'analyse fréquence, filtrage linéaire, décomposition du signal, étude, somme sinusoïdale, signal bruit, gestion des signaux aléatoires. Le signal bruit sont les signaux aléatoires, exactement ce que nous avons vu qui s'est propagé là. Nous avons là un exemple. On fait un branchement sur le cerveau de notre humain. La tête de notre humain, on prend différents câbles et puis on les connecte. On peut travailler sur ce montage et puis attendre l'automontage qui permettant donc de visualiser différents électroencéphalogrammes. L'électroencéphalogramme, c'est l'encéphale de l'être humain. Électrocardiaque vont avoir le signal de battement du cœur d'être un être humain qui, on a l'habitude de voir dans les télévisions, même dans l'hosto, qui peut évoluer comme ceci, et puis on perd le patient, ça devient linéaire, et puis on perd du. Classification du signal.
Avant les signaux monodirectionnels, comme son nom l'indique, mono vient d'une seule direction. La fonction paramètre pas forcément le temps. Tension électrique sinusoïdale unidirectionnelle. Vous voyez comment cette fonction évolue. Nous allons avoir à tracer ceci, fonction unidirectionnelle ici, mais pas dans les lignes harmoniques, qu'elle décrit réellement cette fonction unidirectionnelle. Parce que chaque signe porte une information. Quand je regarde un signe, je dois être capable de dire que si la personne maintenant, nous allons faire signaux bidirectionnels, l'image statistique, niveau grille. Oh putain, regarde ce dessin animé que j'ai mis sur la mission. Ça donne un feeling vraiment à la vidéo. Signaux bidirectionnels. On dit bidirectionnel, c'est plusieurs directions. Elle peut prendre une, prendre l'autre. Nous voyons donc ce signal dépendra donc de deux paramètres dont les deux seront nuls, dont le signal bidirectionnel sera l'impulsion bidirectionnelle sera 1 et 0 dans le cas contraire. Et puis, normalement, nous allons évoluer. On voit le signal tridirectionnel. Tridirectionnel veut dire 3 dimensions. On peut observer cette image. Et cette image nous renvoie un signal tridirectionnel en 3 dimensions. Ceci, si vous voyez, ce signal nous renvoie un signal bidirectionnel. Pourquoi? Quand je regarde cette image, il n'y a qu'une façade. Quand je regarde ça, je me rends compte que j'ai la capacité de voir là, de voir là. Si on met le repère là, on aura 3 dimensions, 3 façades. Oh, ici, je me rends compte que je ne peux pas. L'objet doit être vu facialement. Ça veut dire que le seul repère que je peux me faire, c'est en 2 axes. Lors du signal tridirectionnel. Maintenant, on va les phénomènes. Phénomène phénologique. Classification. Le signal de déterminisme décrit l'aspect. On parle des signaux. Donc, lorsqu'on je prends mon signal déterministe, il me décrit l'aspect du signal. On a l'habitude de parler de signal déterministe plutôt un finement signal carré. Et j'oublie une notion selon laquelle chaque passe d'abord par un canal de transmission, ce que nous avons vu là. DAO passe d'abord par un canal de transmission, comme ici. Voilà le signal, il passe par un canal de transmission avant d'être un récepteur, qui est le logiciel dans le cas. On parle des signaux déterministes, non, des signaux périodiques satisfaire la relation MDX
T plus KT. Donc, vous dites quoi? Le signal périodique dépend non du temps, mais de la période. Donc, il dépend à la fois du temps et de la période. Car elle entier qui obéit à la loi répétition cyclique. Avec la s'il y a période, ça veut dire qu'il y a une répétition cyclique. Lui, il vient avoir l'idée compte le nombre de répétitions cycliques de cette période-là. C'est qu'on écart. Signaux, aspect, émission, signal. D'une manière très importante, nous dirions au carré signal, donc le signal détermine bien sûr que le carré signal, la fonction intégrale correspond à des cycles d'énergie. Les énergies à des signaux de puissance moyen important. Signaux non périodiques. On voit qu'au niveau de T supérieur à 0, S de T égale à 0, Y T plus C, ou T supérieur à 0. Sinon, X de T égale à 0. X supérieur à 0. Événement E de T va vers quoi? Événement contraire. Rien à 0. C'est un déterministe. Je les détermine. Tandis que ce signal déterminé, c'est. On me dit pour ce signal-ci supérieur à 0, 0 ou T supérieur à 0 ici, nous aurons bien sûr ça, ce signal sera positif. Si bien sûr la phase est positive, on aura le signe on fera maintenant l'évolution des signaux. Voilà des signaux périodiques, apériodiques, qui n'est pas périodique, et transistors. Le signal périodique, on va se rendre compte de quoi? Sur une certaine plage, on peut de là à ouais, sur cette plage, là à là, donc approximativement à 7, là à là, approximativement à 7, ouais, à 7,5, 7, du 7, ça fait répète, ce moment se répète. On aura là, et puis là, ce moment se répète, se répète. Là, puis là, puis là, puis là. Ça répète et ça continue dans le temps. Donc, il dépend, le signal périodique dépend vraiment de quoi? Du temps, de la période, bien sûr, qu'elle a, et aussi du temps. En seul, si leur évolution dépend uniquement du temps, non pas de période, donc pas besoin de représenter nombre de répétitions K là, comme dans là. Il n'y a pas de période, juste le temps. Le temps, on le fait changer. Le temps, on peut le réparer. Le temps, on peut le détruire. Le temps, on peut le réparer. Ce signal apériodique. C'est juste le temps qu'il donne, qu'il dit ce qu'il a. Un signal transistoire, c'est un signal juste. Lors d'une transition d'un passage à un autre, on observe un signal transistor. Le fait effectue peut-être un passage d'une amplitude
Parce que ceci, on va regarder bien. On va voir qu'est-ce qui se fait en modulation d'amplitude. Ici, quoi? Elle va se faire en modulation de fréquence. Après, 2 va se faire en modulation de fréquence. Ceci va se faire en modulation d'amplitude, uniquement, et de fréquence. On module, bref, on module. On a formé une fréquence. Ceci, c'est faire en modulation de fréquence. Celle-ci va se faire en modulation d'amplitude. Donc, l'amplitude va varier, on va quitter les zéros. Et là, l'amplitude va monter. On va faire une modulation d'amplitude. Et le temps aussi. C'est ce qu'il fallait aussi voir. Nous pouvons poser dans un sujet comment évolue ce signal, comment évolue ce signal. En fonction de l'évolution, vous pouvez connaître déjà le signal fait. Le signal périodique, lui, il évolue par modulation d'amplitude. Il n'évolue pas, aucune modulation. Aucune modulation ne fait évoluer. Le signal périodique, par modulation de fréquence, lui, il évolue. Le signal transistorial, par modulation d'amplitude, il évolue. Le signal périodique, on se rend compte, on se voit que l'amplitude varie. Donc, lui, il se fait par modulation d'amplitude et fréquence. Donc, il n'est pas seulement, on ne peut pas dire à 100% qu'il est un signal qui se propage sans modulation. Mais on peut aussi dire qu'il se propage en modulation, l'association des deux signaux, donc en amplitude et en fréquence. On voit maintenant les signaux transitoires. Donc, on va vu les signaux périodiques, apériodiques, transistorisés. Maintenant, on va voir l'exemple de signaux déterministes. Les signaux déterministes, qu'est-ce qu'on voit? Il quitte 1, puis il arrive là, puis il y a une déformation à l'incarsu, et puis ça. Et puis l'autre quitte là, et puis monte. Lui-ci, puis monte. Et aussi, il évolue de façon sinusoïdale. Qu'est-ce qu'on va entendre? Les signaux déterministes, comme on l'a dit, sont déterminés par rapport à l'événement, à où il s'y trouve. Ils se comportent par rapport à où tu les mets. Où tu l'as mis, on se comporte de façon droite. Lui va se comporter de façon droite. Si on se comporte de façon tordue, lui va se comporter de façon tordue. Parce que c'est ce qu'il voit qu'il fait. On va voir maintenant signaux aléatoires. On a vu des étudiants déterministes. C'est pour ça qu'on est en train de voir. On les détermine parce qu'il les voit. On fait des signaux aléatoires. On les prévoit pas. C'est un nouveau signal qu'on vient de trouver. Je dis même qu'on vient de trouver. Le nouveau type de signaux que nous venons de voir aléatoire. Ces signaux dont l'évolution temporelle est imprévisible. On ne connaît pas quand il va venir. L'autre est déterminé. On connaît qu'il y a tel et puis on met juste mais celui-ci, on ne connaît pas, il est imprévisible. Il apparaît comme il veut. Il fait sa part de travail et puis on ne le voit plus. Donc, on ne peut prédire la valeur d'un temps. On ne peut pas faire ces prédictions sur un signal aléatoire. On ne connaît pas quand il vient. On le voit après pas. Le comportement imprévisible, description statistique, description est basée sur les propriétés statistiques des signaux, moyennes, variables, loi de probabilité. Remarque, toute variable, tout signal physique comprend une composante aléatoire, perturbation extérieure. Parce qu'on ne connaît pas quand il est. On voit les phénomènes continus. Il y a des phénomènes, on ne connaissait pas. Ils interviennent juste. Les signaux aléatoires ne possèdent pas de telle représentation.
Ils sont caractérisés par leur propriété statistique, fréquentielle, numéro, le taux ou signaux stationnaires. Ce signal possède les caractéristiques statistiques invariables au cours du temps. La statistique est indépendante. Égotique, réalisation des signaux permettent l'estimation statistique et non égotique, réalisation des signaux ne permettent pas l'évaluation statistique. Vous voyez, on ne peut rien prédire. Tout se passe en désordre, un peu comme si c'était le bruit, mais c'est pas le bruit. Le bruit est plus touffu que cela. Le signal non stationnaire qui est caractéristique statistique varie au cours du temps. Donc on a la capacité au moins de voir celui-ci. Mais il n'est pas aussi prévisible. Même chose. On le voit, mais il n'est pas prévisible. C'est pour ça d'après tout ce que nous avons vu, il existe des signaux aléatoires déterminés. Les signaux aléatoires sont non périodiques, peut être non périodiques ou périodiques. Un signal aléatoire, il peut être non stationnaire ou stationnaire. On a stationnaire et puis non stationnaire. Quand on dit non stationnaire, stationnaire, ça veut dire qu'il n'a pas la capacité. Stationnaire, la capacité de stationner durant un intervalle, de jouer sur un intervalle d'entre -3 et 3. Lui là, il n'a pas cette capacité-là. Il s'est rapproché toujours d'une même valeur moyenne. On a la capacité de voir le valeur moyenne. On dit stationnaire. Non stationnaire, on voit au début, on ne peut pas pouvoir trouver la valeur moyenne par rapport aux autres. Impossible. Signalons un non stationnaire. C'est bon. Signons, nous avons aléatoire, déterministe et déterministe, nous avons périodique, non périodique. Nous avons vu périodique, on voit, et non périodique, là, on ne connaît pas. Du sens que c'est déplacé, on ne le voit pas. Apériodique, non périodique, se fait en modulation de fréquence par transistorisé, se fait en modulation d'amplitude. Est-ce qu'on a vu? Un non périodique, modulation de périodique fait simplement modulation amplitude stationnaire et non stationnaire. De dire tout d'abord, nous pouvons aussi classifier les ondes par la morphologie. Selon leur nature, distraite ou continue. L'information transmise peut être à partir de catégories. Les données distraites d'informations correspondent à l'assemblage d'une suite d'événements et une suite d'événements indépendants les uns des autres. C'est une suite continue de valeurs ou apparition de valeurs et dénombrables. Exemple, l'un ensemble fini. Voici suite de valeurs discontinues parce que c'est chaque point, 1, 2, 3, 4. Oui, pour l'évolution jusqu'à comment c'est une suite discontinue, non pas une continue. Par exemple, un texte qui est semblable
un texte qui est un ensemble de lettres ou de symboles qui les données continues ou analogiques résultent des variations continues. Exemple, le son ressemble dans l'air. En gros, c'est la déformation de l'air du fait du en gros, une déformation de l'air à un de- on va faire un peu du mieux ça. En gros, c'est une déformation de l'air du fait nos oreilles et autres vont capter cette vibration. Il est transmis dans notre cerveau, on se traduit en son. Waouh! Exactement ce qu'on a eu à dire là. Ce signal varie dans le temps de manière continue, c'est-à-dire que son intensité, sa fréquence peuvent prendre n'importe quelle valeur. On dit qu'il est analogique. Définition, signal à temps continu. Signal à temps continu. Signal susceptible d'être observé, mesuré à chaque instant. Donc, tout signal susceptible d'être mesuré à chaque instant est un signal à temps continu. Et on le mesure, on l'observe à chaque instant. Chaque phénomène physique, en tout cas les phénomènes naturels et continus, définition signal dit distrait lorsqu'elle définit susceptible d'être mesuré à un certain temps. Donc, on a besoin, quand c'est distrait, on peut mesurer à un certain temps parce que quand c'est distrait sous forme d'intervalle, quand c'est continu sous forme de points, susceptible d'être observé et mesuré. Ouais, un point, un point. On prend une propagation de points. Un signal distrait en proportion d'intervalle. On quitte cet intervalle à l'autre intervalle. Lorsque il définit susceptible d'être mesuré, le signal continu et échantillon à intervalles réguliers font partie de cette catégorie. Le signal. Le signal est caractéristique par la fréquence de l'échantillon. Parole, on voit la fréquence téléphonique, 16,8 pluriel, conférence audio, etc. avec vidéo, quelques échantillons, quelques fréquences d'échantillons dans le repère défini. Nous avons le temps, l'amplitude continue, comme nous venons de le dire, et distrait, sous forme d'intervalle, de là à là, puis on part de là à là, de là à là, puis de là à là, ainsi de suite, de là à là. On évolue dans le temps avec les distraits. Quantification, ça c'est en fonction de l'amplitude, un signal continu d'amplitude et de temps. On va signer ce genre. Donc quand j'ai un peu de continu d'amplitude, mais pas de temps, voilà un peu ce signal. Et pas les contours, on voit rien en temps. On va voir que l'amplitude est toujours là. Le temps n'est plus. Même demain que ce signal distrait, la même chose qu'on observe. La morphologie, sport,
temps, espace, voilà, temps, conditionnement. On a les mêmes échantillons qu'on évolue de temps. On va signal logique et numérique. Logique, pourquoi? Ici, ça, c'est le signal numérique. Logique, c'est quand on a 0, on donne un état haut, immédiatement bas, et puis haut, bas, puis haut, bas, puis haut, bas. Or, ici, c'est le signal numérique, parce qu'on ne comprend pas. En bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, ainsi de suite, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est un signal numérique. Moi, je peux aussi un signal logique. C'est un signal généré et lui quantifié. Quantifié pourquoi? Parce qu'on observe, c'est comme l'union du signal échelon et le signal numérique. Voilà un peu déjà. On va se retrouver là. Maintenant, on va aussi, les signaux peuvent aussi être continus. Les signaux analogiques peuvent être continus. Souvent transformés en tension ajustée en sortie des capteurs. Il est défini à tous les instants. Lorsque un violoniste joue du violon, il va émettre un son qui va être un son qui va être captable par un microphone, de telle sorte que si on prend le microphone, le met dans un oscillogramme, on pourra voir la variation de ces ondes. Et si on se rend compte de quoi? Ce signal, eh bien, il est analogique d'abord. On se note, il est d'abord analogique. Et il est comment? Par rapport à ce que nous avons vu avant, le signal est parti du premier cas périodique. De nos jours, il faut souvent convertir les signaux analogiques naturels en valeur numérique. Inversement, convertir aussi le numérique en valeur analogique. Le dispositif général de mise en œuvre du traitement du signal est ce qu'on appelle la chaîne de traitement. Le dispositif, suivi bien, de mise en œuvre de traitement du signal est la chaîne de traitement du signal. C'est ce qu'on appelle chaîne de traitement du signal. Exemple, choisis un diapositive suivant concerne l'exemple choisi un diapositive concerne le traitement de son. Vous voyez, ce diapositive concerne un traitement de son, c'est exactement ça que vous voulez au départ. Grandeur purement analogique. Donc le son qui est émis par une guitare est capté et purement analogique. Il recouvre les composants de chaîne de traitement tels qu'on peut rencontrer dans l'industrie ou au laboratoire pour le traitement d'autres grandeurs analogiques. La chaîne de traitement du signal. Le signal subit les traitements. Il est d'abord amplifié par un amplificateur analogique. La chaîne de traitement numérique, ce signal va recevoir être reçu par le micro. Le micro qui va capter ce signal analogique et il va travailler sur un amplificateur qui va amplifier ce son et puis être converti en signal numérique. Là, on est directement au cœur même du microprocesseur. On est réellement dans le microprocesseur. Il va convertir ce signal, il va convertir ça en analogie numérique, il va convertir le signal analogique en signal numérique. Et passer maintenant directement au traitement, puis il y aura une sortie qui sera numérique. Parce que pour ceux qui comprennent les études numériques, il a pris les valeurs numériques et puis là, traité, il va envoyer ces valeurs numériques. Ça qu'on met à la sortie du processeur un convertisseur numérique analogique pour le rendre visible naturellement. L'amplificateur analogique. Ce signal est très faible
de quelques volts. On va prendre cet amplificateur analogique. On a quoi? Nous avons deux amplificateurs analogiques, un de pas un dérivé. Cet amplificateur va passer par un buzzer ou un parleur traducteur analogique. Et puis on a le son à la sortie plus haut. Ici, nous avons eu quoi? Pour une seconde, nous avons eu une pression HP à 1000 volts. Ah, c'est ce qu'on avait au départ. Mais ce qui est sorti, c'est maintenant du volt. Le courant qui arrive là, c'est du volt. Vous. C'est-à-dire que le son qui sort est bien plus amplifié. Nous allons voir ça. Nous avons déjà eu à voir ça dans les années antérieures, première année. Puis c'est bon. Il est d'abord amplifié, ce qu'on a vu, par un amplificateur analogique converti par un convertisseur analogique numérique convertit le signal analogique en signal numérique. C'est ce que nous avons vu. C'est juste un résumé de ce que nous avons fait. Le nombre de bits générés est caractérisé. Une caractéristique du convertisseur employé. Le signal est acheminé par un bus qui compte autant de fils que de bits vers l'unité de traitement qui est l'ordinateur. Quand on parle de l'ordinateur, on fait référence au microprocesseur. Le traitement peut être simple, mesurer grandeur, déclenchement de l'alarme, en cas de dépassement jusqu'à l'opération complexe de filtrage et de compression du son. Le traitement numérique, souvent pour but de générer les signaux de sortie pour commande moteur, commander moteur en commande analogique. Ouvrez les vannes analogiques progressives dans le cas du son. Notre exemple, il doit être reproduit par une chaîne comprenant l'amplificateur final et haut-parleur. Mais ces sectionneurs analogiques de l'ordinateur ne parlent que numérique. Pour cela, on revoit une traitement en convertisseur. Un convertisseur analogique qui, comme nous indique, transformera le signal multibit en signal analogique final. Donc, tout ça, juste l'explication de ce que nous allons faire. On a dit quoi? On va passer maintenant à la classification énergétique. Donc, bilan, nous avons vu la classification. Premier bilan, on a vu la classification signal. Continu et distinct. Donc, selon la morphologie, selon la forme que le signal peut prendre, nous avons vu, selon la forme. Hormis de cela, nous avons aussi vu du signal selon la morphologie, bien sûr. La morphologie, maintenant, on va voir le signal selon l'énergie. Dans le cas, on distingue deux classes de signaux. Les signaux à énergie totale finie. Bon, l'énergie ne peut jamais dépasser l'infini. Même l'atteindre, il ne peut pas le faire. On appelle signaux à énergie finie. On peut aussi voir les signaux à puissance totalement finie. Oui, puissance totalement finie. Définition, énergie totale est donnée par la relation, comme nous connaissons depuis là,
la limite, lorsque t tombe plus infini de l'intégrale de moins t sur 2 de xt fois t. C'est démontrable, cette formule est démontrable. Donc, l'énergie est la puissance fois le temps. C'est comme ça. Mais si vous regardez bien, on va dire quoi? On va dire que l'énergie est la puissance fois le temps. Ah, on va juste mesurer par la période. Puissance fois le temps. Je comprends, la puissance égale à quoi? Énergie sur le temps. Bah, je te prends l'énergie, on divise par le temps. On a vu. Dans l'énergie, ça sort. C'est pas quand on lui demande, et bien, c'est pas dans le voyons bien, c'est dans la zone théorique. Et nous avons l'habitude d'utiliser puissance. Est-ce que vous pouvez montrer la relation? Puissance. L'expression en ce t si va se retrouver sur le cas de la valeur moyenne et autant. Exemple du signal, nous avons précisons un exemple typique du signal. Nous avons un signal à énergie totale, xt exponentiellement entière. Si t supérieur à 0 et ailleurs est 0. xt est la puissance moyenne totale finie, xt2 est ça. Énergie signal, énergie finie, énergie infinie, puissance nulle. Donc, lorsque l'énergie est finie, la puissance va être nulle. Pourquoi? L'énergie, c'est la dérivée de la puissance. La puissance, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. Donc, si l'énergie est finie, la puissance va être nulle. Parce que si l'énergie est finie, ça veut dire qu'elle est constante. La puissance est nulle. L'énergie infinie, puissance est finie. Ça a une valeur. Et lorsqu'elle devient nulle, normalement, le signal transistorisé. Parce que pourquoi? Le signal arrive, puis zéro. Lorsque l'énergie va encore être supérieure à une inférieure, il va encore arriver et puis disparaître. Ça fait un signal transistorisé. Alors, dans le cas de signaux apériodiques aléatoires, permanents, nous allons voir l'énergie infinie et puissance finie. Je l'ai noté. Ce que nous allons la plupart du temps étudier, mais même ceci, on va le revoir au certains exercices. C'est bon? Donc, là, les signaux, nous pouvons avoir les signaux énergie. Nous pouvons prendre notre énergie finie si l'énergie est inférieure à l'énergie minime, signaux infini, ça veut dire que ça dépasse cette énergie minime et au-delà. Si l'énergie est finie, d'après le rapport de l'énergie, pourquoi? Parce que le puissance égale à quoi? L'énergie sur le temps. L'énergie sur le temps, mais quoi? En termes de dérivée. Parce que le temps ne varie pas comme cela. Le temps n'est pas prédit. C'est qu'on aura un signal transistorisé. On ne connaît pas réellement à quel instant. Donc ça apparaît, puis on a, puis rien, puis ça réapparaît. On peut trouver
On peut trouver les signaux théoriques qui ne sont pas des énergies finies, ni à puissance moyenne totale définie, par exemple, x exponentielle t pour moins l'infini, t rapidement moins l'infini plus l'infini. On aura donc quoi? E de x va donner plus infini et p de x va donner plus infini. Les signaux peuvent être énergie finie, puissance moyenne finie. C'est ce qu'on va en train de voir. Les signaux périodiques. Or, ici, on dit quoi? Quand le signal est fini, la puissance est normalement continue, finie aussi. Quand le signal est infini, la puissance sera généralement finie. Mais il y a le cas où les deux peuvent devenir infinis. Comme ce cas-là. Ce signal peut être soit à énergie finie ou à puissance moyenne totale finie. Les signaux périodiques sont les signaux à puissance moyenne totale finie. Les signaux transitoires sont les signaux à énergie totale finie. Maintenant, on va classifier les signaux par le spectre. La 5e classification. On va se rendre compte que par rapport au spectre, nous pouvons avoir des signaux basse fréquence, des signaux haute fréquence, des signaux de bande transposée, qui sont des passe-bandes ou bandes passantes ou bandes passantes. Nous avons aussi les signaux à bande étroite, et signaux à bande large. Donc, il peut être large, étroite, bande passante, haute et basse fréquence. Voilà les 5 signaux spectraux. Nous allons commencer par la valeur de la bande delta F dans le domaine de fréquence occupé par le spectre des signaux. Donc, voyons quoi? La bande de fréquence. Exemple, la largeur de la bande. On s'en rend compte. La largeur de la bande égale au quoi? La bande max, la fréquence max moins la fréquence min. Située dans les faibles fréquences, où min 0 est proche de 0. Donc, c'est juste le maximum qui représente quelque chose. C'est ça, la basse fréquence. Maintenant, la haute fréquence, la jeu est située à des fréquences élevées. La jeu est située à des fréquences élevées. Donc, on voit haute fréquence, on va se situer à des fréquences élevées. F max va donc être approximativement égal à F min. Pourquoi? Parce que les fréquences sont basses. Je dis bien hautes. Les fréquences sont hautes. Au niveau de là, lorsque c'est une bande étroite, ça veut dire qu'ici c'est étroite. Si c'est étroite, ça veut dire que c'est proche de l'autre. Aux bandes de fréquences, les fréquences sont élevées, tellement élevées qu'ils ne touchent pas. Bande. Normalement, les bandes de fréquence, la fréquence minimale est nulle. On a la bande de haute fréquence, basse fréquence, la fréquence minimale est nulle. Haute fréquence, la largeur de la bande est située dans la fréquence élevée, comme nous allons le voir. Voilà, la largeur est située dans la fréquence élevée.
comme on te le voit là. Maintenant, quand cette largeur va être courte, nous allons parler de signal à étroite. Vous voyez, la largeur de la bande est élevée. Quand ce serait courte, vous voyez ici, c'est moins divisé par 2, par 3, pour atteindre cette largeur-là. Je multiplie ça par 3 ou 4, pour atteindre ça. Vous comptez. Faire bon. Signal à large bande, fréquence mi très supérieure, max très supérieure, le signal à la bande est relativement étendu, voire infini. Et signaux causal et signaux anticausal. Alors, les signaux causal, le signal évolue, puis il y a par certains effets, lui change l'évolution au signal et dit causal s'il est défini seulement à t égale à 0. Comment est-ce qu'il est causal? Le signal est anticausal s'il est défini à t supérieur à 0. T supérieur à 0, anticausal. Ça, c'est un ampère. Voici une image. Voici anticausal. Quand ça serait causal, ça va plutôt passer là. Causal. On va commencer là, t égale à ça. Non causal et anticausal. Que eux ne vont pas commencer là. Il y a anticausal quand ça serait supérieur à 1 qui va commencer. Or, non causal avant 1 il commence déjà. Anticausal après 0 plutôt qui commence. Donc, pour classifier, on a le nombre dit non causal, causal puis anticausal. Donc, non causal ici, causal ici et anticausal comme origine. Donc, fonction symétrique, fonction paire, fonction impaire. On remarque le signal réel est décomposé. On voit un décalage de droite qui indique déjà le retard. On dit ici on parle de réflexion du signal lorsque moins x dt va donner f dt. Le signal parce que le miroir ici c'est quoi? L'axe des épaules. On va parler de signal de fuite. Quand ça va juste être décalé, on va parler de décalage temporel. On a aussi le signal de durée. On dit le signal borné commence directement et finit sur un autre point. Maintenant, on va voir les signaux ici. Les signaux utilisés non traités de fonctions, signaux utilisés en particulier les fonctions de signe. Les fonctions permettent de traiter minutieusement les signaux, non les fonctions de signe.
Fonction de signe qui veut dire quoi? Si tu es supérieur à 0, je fais 1. Il n'y a pas de problème, moi je suis aussi positif. Mais dès que tu deviens inférieur à 1, à 0, je dis, ben, putain, moi je reste pas là. Donc tu deviens inférieur, alors on est plus les amis. Il y a une condition. On peut, c'est vrai que c'est un signe. C'est qu'on reçoit son signal là. Échelon, il dit, est-ce que lui, échelon, il dit, bah, si t'es à 0, si on est inférieur, il n'y a pas de problème. À 1 là, comme tu as tout simplement 1, à 1 là, tu vas mettre à égal. Il faut quand même que quelqu'un ramasse des crampes. Tu vois. Bref. Rome, c'est un peu comme un donc là, on monte là, rectangle devant cela. On clique le. On retrouve cette fonction là et on remarque que lorsque ce serait exemple, si on a moins un demi au niveau des champs et un demi, on aura ça right. C'est pour la fonction rectangle. Fonction rectangle décalé, c'est juste que il y a un retard, un décalage. On a composé. Un décalage de route. On peut compenser. On a fait 21 trait. Il y a 1 moins t. T inférieur à 0, t supérieur à 0. Donc, tu vois dans cette formation, l'impulsion directe. La distribution de l'impulsion directe est notée ddt définie ddt égale à 0 si t différent de 0 et moins l'infini plus infini et delta t u ddt égale à 0. L'impulsion distra comprend à une correspond à une fonction porte dont la largeur t tendra vers 0. La largeur tendra vers 0. On dit ça. Deuxième option va générer une intégrale de la succession d'impulsion. On va le mettre sous forme produit, densité, dira, puis dira. À chaque instant, on va voir de là à là un kit de t, monter moins de t jusqu'à la fin de t. On va pas dire 4, ne pas dire 1. Au sens d'une cardinale, c'est égal
avec sinus x égale a. Puis, cette fonction joue le rôle. Fonction sinus cardinal. Voilà, la fonction joue le rôle important dans le traitement de sien. Et nous allons nous arrêter là. Et au prochain chapitre, nous allons aborder l'analyse